Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous sur les entraves à la formation pour les praticiens originaires de PFR-PRI. Merci de vous joindre à nous, où que vous soyez. Nous ouvrons aujourd'hui une session de dialogue transformationnel et c'est un groupe de personnes qui sont dédiées à lutter contre le néocolonialisme dans le monde de la chirurgie. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, nous allons poster des informations dans le chat. Nous nous retrouvons toutes les 2-3 semaines à peu près et vous êtes les bienvenus à vous joindre à ce groupe. Avant d'en vous en dire plus, je voudrais vous dire quelques mots de l'interprétation. Cette session est disponible en anglais, français et espagnol. La moitié de notre panel ne s'exprimera pas en anglais, donc pour vous assurer que vous pouvez tous entendre le langage que vous souhaitez, vous devez appuyer sur l'icône qui représente un globe en bas de votre écran, de l'écran Zoom, et vous devez sélectionner le langage que vous souhaitez entendre. Donc, et cela s'applique y compris si vous voulez entendre cette session en anglais. Donc, cliquez sur l'icône globe et choisissez la langue que vous préférez utiliser et entendre, anglais, français ou espagnol. Je donne un moment pour que vous puissiez tous sélectionner la langue que vous souhaitez. Nous voulons que cette session soit vraiment inclusive et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat ou bien de lever la main de manière à ce que nous puissions vous donner la parole ou lire votre question dans ce panel. Nous ferons de notre mieux pour traiter toutes les questions qui seront soulevées. La session d'aujourd'hui va être enregistrée et elle sera postée en ligne à la fin de cette session. Nous enverrons également un rapport à tous les inscrits et il y aura un suivi avec tous les participants pour partager les ressources qui auront été mentionnées. Je suis maintenant enchantée d'avoir ce panel d'orateurs distingués venus du monde entier et je voudrais maintenant les inviter à dire quelques mots sur eux-mêmes. Je vais vous demander donc de vous présenter et de parler notamment de votre formation jusqu'à aujourd'hui. Commençons avec Dr Alamino. Bonjour tout le monde. Bonsoir et bonjour. Premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de ce panel. C'est une grande opportunité pour moi de pouvoir rencontrer autant de personnes et autant de personnel de santé qui travaillent dans le domaine de la chirurgie. Je m'appelle Cédé Armin. Je suis la chirurgie, je l'ai fait, j'ai toujours voulu le faire. Donc, après 7 années d'études en médecine à la faculté de médecine d'Antananarivo, au Madagascar, je me suis lancée dans la chirurgie après un concours national d'entrée en internat de spécialité pour me spécialiser en chirurgie générale. Ainsi, pendant 4 à 5 ans, j'ai bénéficié de stages de formation au centre hospitalier universitaire Joseph Rufouin-Guinguenaval de Madagascar, au centre hospitalier de Gonesse en France pendant 1 an, et au centre hospitalier universitaire d'Ananaknin Thomas à Madagascar également. Et maintenant, depuis 8 mois, je travaille au niveau régional au centre hospitalier de référence régionale de Vaknakarac. C'est un tir-à-baie à quelques kilomètres de la capitale. J'y exerce le poste, j'y ai le poste de chirurgien généraliste et responsable du bloc opératoire. Mais également, j'ai eu la grande opportunité de travailler, d'agir en tant que fellow pour Opération Smile et pour la fondation Lifebox. Notamment, nous travaillons pour la mise en place d'un projet d'amélioration qualité des soins chirurgiens appelé CleanCut. Et
sincèrement, je trouve avoir eu plus d'opportunités que d'autres et j'espère que ce que je vais présenter aujourd'hui, ma participation aujourd'hui, va être plus une opportunité aussi pour mes amis et pour mes collègues. Parce que devenir un bon médecin et un bon chirurgien, ça requiert une formation continue et qui doit être toujours innovante. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sedi. Donnons maintenant la parole au professeur Abebe Bekele. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Abebe Bekele, je suis éthiopien. Et je suis chirurgien généraliste à l'origine. Je me suis spécialisée en Éthiopie. J'ai pu suivre un programme de formation partagé entre l'Éthiopie et les États-Unis, et cela remonte maintenant à environ 16 ans, cette formation. Je suis formateur au niveau licence, master et doctorat, et je me suis maintenant installée au Rwanda. Je travaille dans l'université pour la médecine globale. Mon domaine de spécialité, c'est la chirurgie thoracique et générale. Je suis impliquée dans beaucoup d'initiatives de chirurgie globale, en particulier dans le domaine du leadership. Et c'est un plaisir de participer à cet événement avec tant d'orateurs de qualité. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons maintenant donner la parole à Dr. Carolina Hiloklu. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'avoir reçu cette invitation de participer à cet événement. Pouvoir participer à ce panel avec tant d'experts est vraiment un privilège. Je suis Carolina Hiloklu, je viens de l'Honduras. J'ai suivi une formation de 5 ans et maintenant, je travaille en tant que responsable du programme au sein du comité d'anesthésistes du Honduras. Je suis également impliquée dans les questions d'égalité des chances et j'ai joué un rôle important dans la formation d'internes en anesthésiologie. Je soutiens le programme de résidence ici au Honduras, un programme de résidence en anesthésiologie. Et je appartiens à la Confédération d'Amérique latine des anesthésistes. Nous travaillons avec le WFSA pour fournir des formations en anesthésiologie. Nous proposons 6 formations, tous axés sur l'éducation. Et nous avons également une spécialisation en obstétrique. Et nous nous concentrons sur la sécurité dans les blocs opératoires. J'ai travaillé dans un certain nombre de pays d'Amérique centrale et nous avons formé plus d'une centaine d'anesthésistes qui, eux aussi, font passer cette formation. 131 anesthésiologistes. Nous fournissons des ateliers, des formations. Nous travaillons en coopération avec l'OMS et au niveau local, nous avons également fourni des formations pour la gestion de ces structures médicales. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager mon expérience.
Maintenant, je voudrais donner la parole au professeur Salomé Matswame. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis Salomé Matswame. Je travaille en Afrique du Sud. Je me spécialise en obstétrique et en gynécologie. Après ma formation en médecine, j'ai décidé de me développer plutôt comme scientifique, de progresser dans le domaine scientifique. Donc, tout en me concentrant sur ma carrière dans la santé mondiale, j'ai bénéficié d'une bourse d'études de recherche aux États-Unis et j'ai pu revenir en Afrique du Sud, travailler dans l'université de Cape Town. Donc voilà mon parcours, aussi bien comme clinicienne que comme chercheuse spécialisée dans le domaine de la santé mondiale. Merci bien. Nous allons maintenant donner la parole à Dr. Russell Perry. Intervention au micro. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à prendre part à cet événement. J'ai étudié à l'Université San Marco du Pérou. J'ai eu l'opportunité de me spécialiser au Centre américain de chirurgie plastique et j'ai pu étudier en Californie, ce qui m'a permis d'avoir accès à ce programme sur la chirurgie mondiale. Je suis titulaire de 2 thèses. J'ai également un master en éducation et un doctorat en médecine humaine. Je suis également titulaire d'un diplôme universitaire de recherche de l'université Harvard. Je travaille dans le plus gros hôpital du Pérou. Je suis chirurgien plastique spécialisé en pédiatrie. Je publie également dans différents journaux et je fais de la recherche à Lima et je publie des travaux notamment à Lima. Et j'enseigne dans l'université de Lima. Et je suis également un des éditeurs d'un des plus grands journaux de médecine, de chirurgie plastique du Pérou. Merci. Merci, Dr. Russell Perry. Nous allons donner la parole à Dr. Omar Williams. Bonjour à tous, je suis Omar Williams. Je suis un chirurgien pédiatrique. Je suis basé au Nigeria et j'ai le privilège de faire partie du dialogue transformationnel depuis l'année dernière. J'ai fait mes études au Nigeria. J'ai pu étudier donc au CHU local et j'ai eu la possibilité d'aller au Collège des chirurgiens à Londres. J'ai pu bénéficier également d'un placement de 6 mois dans un autre établissement et j'ai pu notamment faire un placement d'études à Nottingham. Et dans le cadre de ma formation, j'ai eu un certain nombre de types de formations très variés, avec des programmes pratiques, des programmes d'observation aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs. Mais j'ai également collaboré au niveau local avec mes collègues pour continuer à développer ma formation, notamment dans des domaines où ma formation n'était pas forcément optimale. Et j'ai travaillé du coup avec des formateurs à l'hôpital où je travaille, au CHU où je suis basée. Et nous travaillons à un programme de résidence. Et il y a quelques années, j'ai décidé de me concentrer sur la chirurgie infantile et je me suis concentrée, j'ai fait un master en santé mondiale et depuis, j'ai eu l'opportunité de m'intégrer à une équipe au Nigeria.
Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette réunion d'aujourd'hui. Je pense que c'est important de nous concentrer sur cette formation. Je pense que la somme d'expertise, de connaissances de ce panel est impressionnante. À mon tour de me présenter, je suis Dr. Amberlynn Slimy. Je suis spécialisée en obstétrique, en chirurgie reconstructive et je suis directrice de la réponse internationale médicale. Et nous nous concentrons sur les formations chirurgicales. Nous avons travaillé par exemple à Haïti, au Malawi, au Porto Rico, pour ne citer que quelques exemples. Nous allons commencer sans plus attendre avec la première question. Notre première question est destinée au Dr. Carolina. Dans le cadre de votre carrière, quelles sont les principales entraves que vous avez rencontrées dans l'accès ou la poursuite de formation dans votre spécialité, l'anesthésie? Pourriez-vous aussi réfléchir et évoquer la question de l'acquisition de formation de qualité, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'ai pu être formée pendant 5 ans à Madrid et je suis très reconnaissante de cette opportunité. Nous avons aussi été confrontés à beaucoup de défis. D'abord, tout simplement, de pouvoir se rendre au Honduras avec ma famille, mon mari. J'étais enceinte à ce moment-là. Donc, ça présentait un certain nombre de difficultés. Nous avons dû nous adapter à une nouvelle culture. C'est vrai que la langue est la même. Cependant, il faut s'adapter à une nouvelle région. Il y a des différences culturelles et nous avons donc passé 5 ans dans un pays où le coût de la vie est plus cher et pas simplement pour le coût de la vie du quotidien. Nous avons bénéficié d'une bourse de collaboration destinée aux pays d'Amérique latine et en partie, c'est ce qui nous a en partie aidé. Nous avons également pu bénéficier du soutien de notre famille. J'ai eu 2 enfants, j'en suis reconnaissante. Mais il est important de souligner que c'est un défi non négligeable que de devoir quitter son pays pour faire son internat à l'étranger. Vous savez que parfois, il est nécessaire de le faire en raison du manque d'opportunités de formation dans nos pays d'origine. Je n'avais pas la possibilité de me spécialiser encore dans mon pays à ce moment-là. Et les problèmes sont aussi d'ordre technologique. Les outils sont différents, les techniques et technologies sont différentes. Ça ne nous permet pas, du coup, d'avoir une spécialisation aussi complète qu'on le voudrait, d'où ces internats à l'étranger. Donc, j'ai eu ce privilège, cet avantage de pouvoir en bénéficier, cette formation dans les hôpitaux qui m'ont accueilli pour mon internat. De plus, j'ai été soutenue pendant ma grossesse et je suis très reconnaissante de cela, mais je réalise que tout le monde n'a pas eu ces mêmes chances. Ce que nous avons essayé, c'est d'essayer de rendre l'appareil en quelque sorte pour cette opportunité dont j'ai pu bénéficier avec la mise en place d'accords bilatéraux entre le Honduras et l'Espagne. C'est ce à quoi je travaille depuis 27 ans. Et dans le cadre de ma carrière, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est important de savoir qu'il y a des entraves. Quand vous voulez progresser dans votre carrière, je dois dire qu'il y a eu des difficultés. J'ai été confrontée à des limitations, notamment d'ordre économique. Quand on a également des engagements familiaux, d'autres priorités à prendre en compte, et puis le temps compte aussi. Donc, il faut
plus de revenus économiques et quand on a ça, mais quand on a les revenus économiques, on n'a plus le temps de faire des études ou de se former. Donc, c'est un cycle un peu difficile à briser et il faut faire des sacrifices pour pouvoir développer sa carrière. De plus, être une femme ajoute des difficultés. Être enceinte, ça complique. J'ai 4 enfants, donc je dois reconnaître que sans le soutien de ma famille, je n'aurais pas pu progresser autant que cela. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kellogg. Dr. Williams, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des difficultés que vous avez rencontrées dans vos opportunités de formation? Oui, d'accord. Pour moi, c'est un peu différent. Avant que je ne sois médecin, il y avait des accords bilatéraux pour les internes pour pouvoir faire des formations. Et pour des raisons démocratiques, des raisons politiques, ceci a été arrêté. Donc moi, quand j'ai fait ma formation, ceci n'existait plus. J'ai dû trouver d'autres formes, d'autres techniques pour pouvoir me former. Et c'était un véritable problème parce que nous n'avions pas de bourse pour aller nous former à l'étranger. Donc, quand vous allez dans un autre pays, où le taux de change n'est pas en votre faveur, c'est parfois très compliqué de pouvoir vous loger et de pouvoir vivre correctement. Vous vous retrouvez un peu tout seul et vous n'avez pas de solution. Et donc, cette question du financement est une vraie question. Et c'est un vrai défi, véritablement. Et ce l'est encore aujourd'hui. Mais localement, il y a eu, il faut le dire, il y a quand même un nombre d'opportunités assez large de formation. Et moi, quand je me suis formée, nous n'avions pas le centre bilatéral qui existe aujourd'hui. J'ai donc, et ma spécialité n'existait pas dans mon centre, donc j'ai dû aller dans un autre centre. Mais il y avait un partenariat pour que je puisse le faire. Et donc, on essaye d'avoir ces partenariats inter-hôpitaux afin d'enrichir notre possibilité de formation. Mais ce dont je vous parlais initialement, quand il y a eu certaines choses qui se sont arrêtées, mais il y a également d'autres programmes de formation qui étaient financés, qui existaient encore. Celui du HIC notamment, qui était très populaire à ce moment-là. Et l'autre élément qui véritablement joue, c'est le fait d'avoir un mentor à l'étranger. Donc, il faut se trouver un mentor. Ensuite, il faut accepter que ce mentor veuille bien vous recevoir. Et vraiment, si vous n'arrivez pas à trouver un mentor, quelqu'un qui va vous soutenir à l'étranger, vous ne partirez pas véritablement. Donc ça, c'est vraiment une bonne expérience. Trouvez-vous un mentor. OK, merci beaucoup. Si je comprends bien ce que vous dites, donc, c'est la question du mentor. Il vous faut un sponsor, il vous faut un parrain pour que vous puissiez partir à l'étranger véritablement, en fait. Oui, tout à fait, c'est exactement cela. D'accord, très bien. Question suivante que j'aimerais poser, poser à Cédra Rimino. Aujourd'hui, quel exemple vous pourriez donner d'une opportunité qui vous a permis de dépasser des barrières que vous avez pu rencontrer? Merci de m'avoir donné la parole. Je pense, bon, j'ai eu certaines opportunités, comme par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la possibilité de continuer une formation en France, surtout hors de mon pays. Pendant 1 an, j'ai essayé de profiter de cette opportunité, d'assister à bon nombre de conférences, de m'inscrire à toutes les sociétés savantes qui m'étaient apportées. Quand quand j'avais des mentors qui pouvaient m'y introduire, même si je souligne déjà que parfois c'est un peu difficile. Quand on est salarié à l'étranger, on peut se payer l'entrée dans ces sociétés savantes, mais quand on retourne au pays, c'est assez difficile de continuer à payer ça. Les formations ensuite, ils sont pas toujours applicables. Quand on revient au pays, c'est pas toujours applicable, c'est un peu frustrant. Mais j'ai eu la possibilité de voir
d'avoir le partage des autres. J'ai rencontré des personnes formidables là-bas qui n'ont pas hésité à être mes parrains, qui m'ont offert la voie à plusieurs formations, mais bien sûr, c'était juste durant le séjour. Une autre opportunité pour moi, je trouve, c'est le programme INARI. Je ne sais si certaines personnes le connaissent, mais en tout cas, c'était un programme mis à pied avec l'OMS, je pense, qui a offert la possibilité aux pays en voie de développement d'avoir un accès gratuit ou à bas prix pour certains articles et travaux. Et grâce à cela, j'ai pu mener certaines recherches et finir ma thèse, faire mon mémoire, même si, bien sûr, je sais que tout le monde n'y a pas accès. Parfois, on n'avait même pas, parfois on perdait l'accès à ce programme durant le cursus. Les autres opportunités aussi, c'est les webinaires actuellement qui commencent à cause de Covid, qui commencent maintenant à être beaucoup partagés, je pense. Ça m'a ouvert d'autres domaines inconnus que je ne connaissais pas jusqu'à présent. J'ai pu en profiter, je pense que c'est une opportunité aussi. Et une dernière opportunité aussi, et j'aimerais vraiment que ça continue, que certaines d'autres personnes puissent aussi l'avoir, c'est le fellowship avec Lifebox et Opération Smile pour moi notamment, parce qu'en quelques mois, j'ai eu accès à beaucoup de plateformes de formation. J'ai été mis en contact avec des personnels de santé du monde entier auxquels je peux demander des conseils, auxquels je peux partager, auxquels je peux discuter des éventuelles difficultés que moi je rencontre et leur demander de l'aide. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous ces exemples. Je vais maintenant m'adresser à Dr. Russell Perry pour savoir si vous avez également des propositions à nous faire. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Quelles opportunités vous se sont présentées à vous? Merci beaucoup pour votre question. Moi, je vais vous donner 2 exemples clairs, évidents, de toute mon expérience personnelle qui montrent cette manière de dépasser cette barrière. J'avais fini ma formation de médecine à San Marcos et j'ai commencé à travailler dans un institut de chirurgie esthétique à Lima, au Pérou. Et j'ai commencé à me former à la chirurgie plastique, à la chirurgie esthétique avec d'autres professionnels. Et j'ai eu la possibilité de participer à l'organisation Interplast qui est aux États-Unis. Et il y a des partenariats avec notre hôpital, Smile Train, et qui est une organisation dont je fais partie. J'étais membre du comité scientifique de cette organisation, du conseil administratif sud-américain et également du comité global de recherche et d'innovation. Et donc, j'ai eu la possibilité de m'impliquer dans cette organisation et qui faisait des campagnes sur la chirurgie esthétique. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte, j'étais encore jeune, de la beauté, pourrais-je dire, de ce que représentait la chirurgie de reconstruction. Et je voulais vraiment l'amener jusqu'au Pérou. Je trouvais qu'il y avait une véritable nécessité pour cela, un vrai besoin. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Et ça a été véritablement une opportunité pour moi de découvrir cette spécialité pour pouvoir m'orienter vers celle-ci. Et ensuite, ma deuxième opportunité, ça a été de pouvoir faire un échange avec les États-Unis. Et j'ai eu la chance d'avoir la bourse pour pouvoir partir aux États-Unis. En 2005, j'ai obtenu cette bourse et j'ai pu aller aux États-Unis. Et je savais que je voulais travailler sur la chirurgie esthétique du visage. Et j'ai pu aller à New York pour me former dans la chirurgie maxillofaciale, spécifiquement ce que je voulais. Et
et c'était très intéressant, non seulement sur l'apprentissage de la chirurgie, bien sûr, mais également, ça a changé ma manière de penser, de réfléchir sur la manière de pratiquer mon métier. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse de la recherche, que je publie. Ça a changé ma vision des choses. Et pour moi, ça a été des opportunités incroyables. Et grâce à cette organisation de formation, j'ai vraiment pu découvrir de nouvelles choses et transmettre également ma profession. Voilà ce que je voulais partager avec vous. OK, merci beaucoup, Dr. Perry. Nous allons maintenant discuter sur les principales différences entre l'égalité d'opportunités dans les niveaux et à différents endroits. Donc, Monsieur Bekele, si vous pouviez nous donner quelles leçons vous avez appris de COSEGA et qui est le Collège de Chine de l'Afrique orientale et ce qu'elles apportent pour les internes. Bonjour, je suis Bekele. J'aimerais d'abord vous expliquer un peu ce qu'est que COSEGA. C'est le Collège de chirurgiens de l'Afrique orientale. Il a été créé en 1999, il a donc 22 ans aujourd'hui. Nous sommes alliés à l'Association des chirurgiens d'Afrique de l'Est. C'est des chirurgiens africains se rassembler pour discuter, mais au début des années 90, ils se sont posé la question de comment est-ce qu'on peut continuer à former nos chirurgiens. Presque tous les programmes d'internat en Afrique suivent ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Il y a vraiment très peu d'internes qui peuvent accéder au programme en Europe ou aux États-Unis. Très peu de formateurs également, ou très peu d'entre eux deviennent formateurs. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à entrer, qui n'arrivent pas à passer le concours. Et on s'est rendu compte que nous ne pourrions jamais obtenir le nombre de chirurgiens dont nous avions besoin en Afrique si on continuait à envoyer les gens se former en Europe ou aux États-Unis. Et on s'est dit, et si on formait en Afrique nos chirurgiens dans les CHU en Afrique? Et on les forme sur des chirurgies de routine habituelles et on les forme dans les hôpitaux du district localement. Et donc, ces chirurgiens sont au niveau des CHU locaux. Et donc, ils se sont dit, on va créer cette université de chirurgie et on va former dans des CHU localement. Ce qu'on a hérité de l'Ouest, c'est que la formation chirurgicale implique beaucoup d'implications personnelles. Il vous faut de bonnes infrastructures, il vous faut une bonne université de médecine. Et est-ce qu'on pourrait prendre ce qui existe déjà, c'est-à-dire les hôpitaux qui sont déjà existants et que l'on partait de là? Alors, on s'est dit, on va faire une université sans mur. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Une université sans bâtiment. Et donc, en 2003, nos 4 premiers internes ont passé leur dernier examen. Il n'y en a eu que 4 au début. Maintenant, 17 ans plus tard, en 2020, 284 chirurgiens se sont spécialisés dans 9 spécialités différentes grâce à notre université que nous avons créée du cardiothoracique, chirurgie esthétique, pédiatrie, etc. Plein de spécialités différentes. Donc, on est parti de 4 personnes formées il y a 17 ans à 284 l'année dernière. Nous avons formé plus de 600 chirurgiens en tout depuis la création de cette université dans l'ensemble de la région du continent.
et un grand nombre d'entre eux sont restés dans leur pays. Donc, on a véritablement promu les chirurgies dans le continent et que les personnes restent formées, restent sur le continent et ne s'en aillent pas. Le problème, véritablement, la raison de l'immigration vient du manque de possibilités de se former dans notre région. Le Malawi ou la Namibie, par exemple. Les trois quarts des personnes qui sont formées sont restées dans leur région d'origine. Maintenant, nous avons 129 hôpitaux qui sont accrédités à la formation. Donc, ce que cette organisation, ce collège a réussi, c'est que nous n'avons pas proposé la formation que dans les grandes villes, mais également dans les petits hôpitaux de districts, de départements plus bas. Et aussi, on a donné la possibilité aux médecins de devenir des chirurgiens dans leur propre pays, sans aller ailleurs. C'est ça que nous avons proposé. Et on a vu des progrès partout. Et maintenant, au début, nous avions que la chirurgie générale, il y a 17 ans. Aujourd'hui, nous avons 9 spécialités et nous allons en rajouter encore 5 d'ici à 2025. Et donc, ce collège qui a été conçu localement a changé la formation dans notre partie du monde. Merci à vous. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout cela et toute cette évolution au fur et à mesure des années et nous dire que oui, il y a quelques décennies, on a dû prendre des grandes décisions pour changer les choses et on voit que les choses ont véritablement évolué, changé et ça me fait plaisir de voir cela. Je vais donc me retourner vers Dr. Carolina. Nous allons donc considérer des opportunités de formation en Amérique centrale. Merci beaucoup. Je vais vous... Merci beaucoup. Je vais donc évoquer les possibilités de formation dans mon domaine. Nous sommes un groupe de 6 pays. Nous coopérons des PFR-PRI, dont le Honduras et le Salvador. Et nous travaillons avec le Guatemala, le Costa Rica également, et le Panama. Donc, il y a des niveaux de revenus différents et il y a des différences de formation. Cependant, la plupart des pays d'Amérique centrale ont les mêmes besoins. L'internat dans ces pays d'Amérique centrale dure normalement 4 ans. Et il y a des limites qui sont liées à chaque pays. Donc, il y a des inéquités et nous pouvons apprendre de cela, des inégalités qui existent au niveau local dans les PFR-PRI. Il y a également un manque de technologie, d'équipement pour former les internes au meilleur niveau possible. Du coup, ça pousse les praticiens à aller se former ailleurs. Par exemple, via la Fédération d'Amérique latine de chirurgiens plastiques, il y a le WFSA également, mais ils sont distants, ces centres de formation. Il faut donc partir. Et même des bourses d'études pour quelques mois, ça permet de compléter la formation, mais ça n'est pas suffisant. Il y a également un décalage entre les genres. Ça n'est pas seulement un problème local à l'Amérique centrale ou latine en général. Dans certains pays, quand une femme commence son internat, on lui impose de ne pas tomber enceinte. C'est interdit. Et du coup, beaucoup de femmes abandonnent pour éviter ces contraintes.
je me souviens également d'un entretien avec avec une personne issue des Caraïbes qui m'a expliqué que dans les systèmes d'internat, il y avait très peu de femmes. Il y avait de réelles différences quant à ce qu'on demandait aux femmes et aux hommes. Et puis, c'est des coûts supplémentaires. Si une femme a commencé un internat, elle doit rembourser les frais, en quelque sorte. Donc, il y a des efforts qui sont faits au sein du comité auquel j'appartiens pour lutter contre cela. Nous collaborons avec les hôpitaux, avec les gouvernements pour faire du lobbying, pour lutter contre ces inégalités entre les sexes. Merci. Je voudrais diriger la question au docteur Salomé. Pourriez-vous nous parler du modèle de l'Afrique du Sud et nous dire ce que nous pourrions apprendre dans le domaine de l'égalité des opportunités? Merci beaucoup. Je travaille au Collège de médecine d'Afrique du Sud et il y a des opportunités de se spécialiser en Afrique du Sud. Ce n'est pas trop difficile d'avoir accès aux institutions de formation. Donc, quand on a fini ses études de médecine, il est possible d'accéder à des formations pour se spécialiser. Bien sûr, il faut réussir les examens, passer la sélection, mais les formations sont là. Il y a également des établissements nombreux qui prennent en compte l'égalité des genres et l'égalité des opportunités pour hommes et femmes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est lutter pour avoir des opportunités croissantes d'opportunités de formation pour toutes les ethnies. Parce que on a noté qu'il y avait pendant un temps un taux d'échec important selon l'appartenance à un groupe ethnique ou un autre. Dans le domaine de la chirurgie aussi, il est important de souligner que même s'il est plus facile pour les femmes maintenant d'obtenir une place, ça n'est pas la même chose que de réussir à une spécialisation longue. Donc, il faut protéger ces opportunités et lutter pour plus de diversité dans l'accès à ces opportunités. Je pense qu'en Afrique du Sud, on a fait de bons progrès et l'Afrique du Sud a créé plus d'opportunités pour accueillir des internes de l'étranger et proposer des formations à des centaines d'étudiants étrangers. On a entre 100 et 200 étudiants étrangers chaque année qui viennent de pays voisins. Ce sont des bons exemples de bonnes pratiques qui existent en Afrique, sur le continent africain. Et nous avons pu fournir une plateforme pour aider nos pays voisins, en particulier les cliniciens qui veulent se spécialiser. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole au Dr Williams. Pourriez-vous parler un petit peu des bénéfices de ces bourses d'études dans les pays à revenus élevés? En quoi est-ce que c'est positif, mais quelles sont aussi les entraves auxquelles on peut être confronté? Dr Sedi a mentionné le travail qu'elle a fait en France et a mentionné la question de la pertinence de la formation à l'étranger par rapport aux besoins à Madagascar. Donc, je voudrais vous inviter à parler clairement. Merci pour cette question. Les bourses d'études dans les PRE présentent beaucoup d'opportunités si l'on est originaire d'un pays à revenus faibles ou intermédiaires. En particulier pour se spécialiser dans des domaines de spécialité qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Donc, une fois qu'on a identifié où il est possible d'être spécialisé, on peut se rendre dans ces pays puis revenir dans son pays.
une fois qu'on a acquis cette spécialisation. Et ensuite, ça permet d'amener cette expertise dans son pays d'origine. Donc, il y a, par exemple, des possibilités de se spécialiser dans certains domaines de chirurgie. Ce qui est pertinent aussi, c'est que l'aspect recherche est important. Beaucoup de personnes se sont dédiées à la recherche après ces internats à l'étranger. Et on peut développer les compétences et intégrer ça dans son programme de carrière. Les structures de formation sont aussi intéressantes. Les structures de formation sont très efficaces. Et c'est bien d'être confronté à des modèles de structures de formation pertinents et efficaces. Cependant, il faut pouvoir contextualiser à son pays d'origine. Donc, il faut retirer les leçons et les adapter et se demander comment ça peut être adapté au pays d'où l'on vient. Parce que il peut y avoir un usage avancé de la robotique dans certains PRE, mais ça n'est pas forcément disponible dans le pays d'où on vient. Donc, il faut identifier les principes, les valeurs, les processus qui peuvent être adaptés et combiner avec ce qui est disponible dans le pays où l'on retourne. Donc, il y a les compétences chirurgicales, bien sûr, mais il faut voir comment partager cela avec les parrains, avec les praticiens, les collègues, et comment ça peut être adapté à une pratique locale de cette spécialité médicale. Donc, il faut une réflexion sur les besoins du pays et les compétences qui ont été acquises pour développer son propre modèle de formation. Et donc, il y a une certaine pertinence, mais ceci dit, au niveau individuel, cette exposition à une autre expérience est stimulante. Ça développe sa confiance. Quand on peut dire dans un entretien d'embauche qu'on a eu cette expérience, cette bourse à l'étranger, c'est positif. Ça montre que on est ambitieux, on cherche à se développer. Et puis, il y a des bénéfices humains. Cette expérience est enrichissante. Et ces compétences humaines peuvent être adaptées et appliquées. De plus, ça permet de développer des collaborations, de se constituer un réseau. Et ça n'est pas évident d'avoir ce réseau quand il y a peu de spécialistes dans ce même domaine dans le pays d'origine. Donc, on peut du coup, à partir de cela, concevoir son propre parcours et identifier d'autres opportunités d'internat. Mais en soi, ça n'est pas indispensable pour construire sa carrière d'avoir cette expérience de bourse à l'étranger. Néanmoins, c'est une opportunité qui accélère la progression de carrière, qui augmente les opportunités. Merci, Dr. Williams. Vous avez bien répondu en fait à la question que j'allais poser, à savoir les retombées. Ça n'est pas indispensable, mais ça fait une différence. Maintenant, je voudrais donner la parole au Dr. Seydi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces bourses qui permettent d'étudier dans les PRE? Et ensuite, je voudrais donner la parole à Dr. Amino. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le Dr. Williams. C'est tout à fait ça. Quand on bénéficie de ça, on apprend beaucoup. On rencontre beaucoup des expériences que l'on n'espérait pas voir dans les pays d'origine. Et quand on arrive, par exemple, c'est un cas personnel, quand j'arrive, par exemple, dans une conférence internationale, on ressent complètement la différence. Il y a une grosse différence entre les avancées scientifiques. On ressent pleinement la différence des formations qu'on a reçues. Tu en sors un peu, tu te dis, tu as eu beaucoup d'opportunités, mais en fait,
Il faut encore que tu rattrapes un peu cette différence. Et quand j'ai accès à cette formation, ensuite, c'est un peu frustrant. Oui, c'est frustrant de l'amener dans ton pays, d'être face au patient et de se dire, si on avait cette possibilité de l'appliquer sur ce patient, on aurait eu un tel résultat ou on aurait eu une cicatrisation ou une guérison d'une telle durée. Mais oui, tout à fait, ça permet aussi à celui ou celle qui en bénéficie de peut-être un jour essayer de l'amener dans son pays, dans le pays d'origine. Il y a aussi une barrière qui pour moi est un peu, bon, c'est pas une barrière, mais c'est quelque chose que je voudrais relever un peu. Dans certains pays, soit tu fais de la recherche, soit tu fais ton travail de chirurgien. Mais en pays en voie de développement, je pense qu'on fait les deux. Il faut faire les recherches, il faut travailler. On travaille en tant que chirurgien. C'est un choix aussi, il faut être praticien et faire des recherches. Mais c'est à toi de voir comment tu vas faire ton programme. Et il y a aussi quelqu'un, c'est le témoignage de quelqu'un qui a été un fellow, qui a travaillé, qui a été au COSESCA. Il est maintenant en ORL, je pense, c'est chirurgien général ici à Madagascar. Et il m'a parlé de ses difficultés à appliquer ce qu'il a appris ici à Madagascar parce que déjà, il ne peut pas discuter, il n'a pas eu accès, il n'y a pas de board, comment ça s'appelle, de plateforme de discussion avec, par exemple, des internationales pour des avis. Il voudrait créer ça. C'est ce qu'apportent les bourses d'études, je pense, une ouverture d'esprit, une ouverture vers d'autres expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution. Je voudrais aussi souligner qu'il y a quelques semaines, nous avons un panel sur les entraves à la recherche. Certains d'entre vous faisaient partie de ce panel pour identifier comment lutter contre ces entraves à la recherche quand on vient d'un PFR-PRI. La conclusion, c'est que ça n'est pas évident d'avoir à combiner recherche et pratique clinique, surtout avec des ressources limitées pour soutenir la recherche. Passons à la question suivante et donnons la parole au Dr. Russell Perry. Quelles ont été les principales entraves à votre spécialisation? Et est-ce que avoir à aller à l'étranger était un problème dans le développement de votre carrière? Et est-ce que les formations avaient une structure et un contenu pertinent? Merci. Je pense que la principale, l'opportunité d'avoir accès à ces formations dépend du domaine de spécialisation qui vous intéresse. C'est lié à ce qui est disponible ou non en termes de spécialisation dans votre pays. Donc, si vous voulez devenir chirurgien dans un certain domaine, parfois il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre option. Dans mon cas, je n'aurais pas pu me spécialiser dans mon domaine sans ces formations à l'étranger. Et ces beaux études à l'étranger m'a permis d'avoir une formation avec un des meilleurs experts dans le domaine, notamment à New York. Ce sont quelques exemples de l'unicité de ces opportunités. Donc, pour moi, je n'aurais pas pu développer ma carrière sans accéder à ces bourses de formation médicale à l'international.
si j'étais restée au Pérou, je n'aurais pas eu autant d'opportunités. Les choses ont évolué. Cependant, maintenant, ces opportunités existent au Pérou, mais de mon temps, ça n'était pas possible. Et ces formations, elles ne vous donnent pas que les opportunités d'apprendre les compétences chirurgicales, c'est aussi une opportunité de se développer personnellement. De plus, c'est également très important parce que ça vous aide à comprendre que le processus d'apprentissage, il se fonde sur l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi le développement des capacités. Ça rend en fait relativement autonome, puisqu'on se concentre sur l'acquisition des compétences, mais aussi sur ce qui est transférable, notamment l'accent sur la recherche. Et la recherche est vraiment cruciale, et c'est, je pense, le problème dans les BFR PRI, le manque de recherche. Donc, cela résume les deux aspects que j'ai observés à un niveau personnel. Je voudrais poser la même question au Dr Williams. Quelles ont été les principales entraves que vous avez rencontrées? Dr Carolina, dans votre domaine pour l'anesthésie, comment ça s'est passé, la spécialisation? Merci beaucoup pour cette question. Il y a des aspects que j'ai déjà mentionnés, mais la principale entrave était liée à l'obtention des financements nécessaires pour pouvoir se spécialiser. Parfois, il y a peu de ressources de financement pour certaines personnes. Ça peut être lié aux examens qui sont très sélectifs. Et ça peut être aussi pas seulement une question de ce qu'on veut faire ou ce dont on a besoin. Ce qui se passe actuellement, c'est que quand j'ai fait mon internat, il n'y avait pas d'examen sélectif. On a tous pu bénéficier de ces accords bilatéraux entre le Honduras et l'Espagne et d'autres pays d'Amérique latine et l'Espagne en général. Donc, c'est vraiment important de parler de l'importance de ces accords bilatéraux ont aidé, mais à l'époque, c'était en place, mais ça n'est pas possible maintenant. De plus, les contraintes de temps sont aussi significatives. Le temps est limité et la pandémie a rendu les choses complexes parce qu'en fait, on est en fait plus occupé qu'on ne l'était. On nous dit, nos systèmes connectés nous disent qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans. Et donc, pour approfondir notre développement professionnel, ça serait encore plus complexe. Personnellement, il y a des contraintes économiques et puis il y a aussi le manque de temps. C'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de briser. Mais briser ce cercle vicieux a des conséquences. Merci beaucoup Merci. pour cette intervention, docteur. J'aimerais bien parler maintenant de la formation à la spécialité. Comment est-ce qu'on peut développer les opportunités de formation et rendre ces formations, leur accès plus équitable? Et docteur Rossel-Perry, si vous pouviez nous expliquer cela, votre opinion sur ce sujet. Oui, merci. Actuellement, nous sommes encore dépendants
pour pouvoir obtenir cette formation dans les spécialités. En tout cas, dans mon pays, au Pérou, nous n'avons pas d'opportunité pour s'entraîner dans ces domaines-là. Nous sommes encore dépendants de l'étranger. Ça, c'est un premier point. Et donc, de pouvoir encore avoir accès à ces accès directs avec des partenariats établis, ça, c'est important. Et ça devrait se faire à travers les gouvernements, même si ça peut poser des problèmes de transparence parfois. Et peut-être pour moi aussi, des ONG aussi peuvent jouer ce rôle. Mais j'aimerais que, à terme, idéalement, cela devrait se faire à travers le gouvernement. Il faudrait qu'il y ait un leader. Il faudrait qu'on forme des leaders qui nous permettraient de et que des personnes qui sont formées dans des pays développés puissent ensuite entraîner, avoir plus d'impact dans les pays quand ils rentrent chez eux, transmettre plus. Et que cette formation ne reste pas coincée chez cette personne qui a eu la possibilité d'aller à l'étranger. Il faut pouvoir multiplier ce bénéfice, que ces personnes, il faudrait qu'elles soient choisies avec, comme vous savez, qu'elles aient des bourses, qu'ils soient boursiers, qu'on les choisisse spécifiquement et qu'elles puissent ensuite retransmettre cette formation, ce concept dans leur pays pour pouvoir transmettre cet apprentissage qu'ils ont eu à l'étranger. Je pense que c'est vraiment un point essentiel. C'est la question de multiplier cette connaissance. C'est très important. Merci beaucoup. Dr Williams, est-ce que vous pourriez nous commenter également cette possibilité d'augmenter les possibilités de formation? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut prioriser. C'est très important. Les gouvernements ou les personnes en charge doivent fixer des priorités. Il faut trouver les organismes les institutions qui vont mettre les choses en place. Il y a des endroits où la formation au niveau local est déjà riche. Et donc, il faut identifier ces zones et étendre cette formation ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a, disons, 20 ans, quand j'ai commencé mon internat, c'était assez facile. Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient internes parce que le salaire était très bas. Aujourd'hui, le salaire est un peu plus élevé, donc il y a plus de personnes qui demandent à faire un internat. Et donc, ces personnes, aujourd'hui, le problème, c'est que certaines personnes ont fait l'université de médecine, mais derrière, ils ne trouvent pas de place pour faire leur internat et se spécialiser. Donc, ça, c'est un problème. Et il faut véritablement que l'on structure cela pour pouvoir donner des opportunités à tout le monde. Bien sûr, il faudra toujours envoyer des personnes à l'étranger, c'est évident. Mais comme la personne précédente a dit, il faut que vous puissiez rentrer à la maison et retransmettre, mettre en place des programmes pour former d'autres personnes. Et donc, c'est là que la collaboration au niveau institutionnel est important. Puisque ça ne serve pas seulement aux deux institutions partenaires, mais également à l'ensemble du pays et des autres médecins. Et puis, le stress de partir de son pays pour aller se former, alors ne serait plus présent parce qu'ils vont savoir que leurs institutions de départ sera présente pour les soutenir. Mais il y a toujours la question de la migration. L'une des raisons pour lesquelles certains pays ne veulent pas envoyer des personnes se former à l'étranger, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne reviennent pas. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut rien y changer. Certaines personnes rentreront et certaines personnes ne rentreront pas.
Et si vous ne les envoyez pas à travers un système de bourse ou autre, ils partiront de toute façon, s'ils veulent véritablement partir. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut structurer les choses correctement. Comme le professeur Prosselper le disait précédemment, il faut véritablement former les gens localement et faire de la formation de formateurs pour qu'il y ait ensuite des formateurs dans les pays d'origine afin de pouvoir former les autres. Et donc, il faut sélectionner les bonnes personnes afin de former des gens qui seront prêts à être des formateurs après et pas juste à exercer leur métier sans reformer d'autres personnes. Et ça, ce serait une bonne manière d'augmenter les possibilités. Merci beaucoup, Dr. Williams. Je voudrais également poser cette question à Dr. Mazouimé. On a parlé de cette collaboration sud-sud dans le domaine de la formation. Comment est-ce que l'on peut augmenter cette opportunité? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question, Dr. Salomé Mazouine? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce qui est relativement unique, c'est qu'il y a des opportunités. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y en a, mais ce n'est pas facile d'obtenir des fonds, des financements pour entrer dans ces partenariats, pour pouvoir aller dans d'autres instituts, même dans le même pays. Parce que nous cherchons des fonds, de l'argent pour pouvoir envoyer nos étudiants se former. Ce n'est pas toujours facile d'obtenir ces financements. Et comme d'autres orateurs l'ont mentionné, il faut trouver des bourses, des sponsors pour pouvoir essayer d'envoyer nos internes. Même dans la Mais comme j'habite en Afrique du Sud, on peut assez facilement aller d'un endroit à l'autre. C'est assez simple pour moi, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et parfois, ils se sentent peut-être exploités. Il y a des problèmes de santé mentale, différentes expériences. Vous avez aussi votre famille qui est à la maison. Tout le monde a l'impression que vous êtes parti à l'étranger pour faire de l'argent, mais pas nécessairement, pas du tout parfois. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas forcément simple à vivre pour les internes qui partent. Ils ont envie de redonner aux autres et ce n'est pas toujours simple et pas toujours possible. Et donc véritablement, ces financements, ces sponsors sont essentiels pour pouvoir permettre à plus de personnes de partir et d'obtenir ces bourses et pour se sentir mieux eux-mêmes et pour pouvoir aussi ensuite redonner ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont obtenu. Ou peut-être que il faut réfléchir pour essayer de mettre en place des choses en fonction des besoins. Si vous rendez, par exemple, rendez compte dans un pays, il y a très peu d'oncologie, alors vous dites il faut qu'on ait des internes qui se spécialisent en oncologie pour couvrir ce besoin à tel endroit. Et réfléchir peut-être au niveau du continent entier. Et ça, je pense que c'est des opportunités qu'il faut que l'on crée nous-mêmes. Merci beaucoup. Moi qui travaille sur les fistules obstétriques, il y a des collaborations sud-sud, il y a des programmes d'échange d'internat avec FIGO. Mais il y a encore beaucoup de changements qui ont besoin d'être effectués, effectivement. Et d'ailleurs, je vais donc me tourner vers le docteur Bekele pour qu'il nous parle de la formation de spécialité et comment est-ce que l'on peut augmenter ces formations spécifiques. Et après, j'aurai une autre question à lui poser également. Merci beaucoup, Dr. Ambreen Slimi. À nouveau, c'est vraiment une question de leadership, comme je le disais précédemment. Il faut d'abord que les pays répondent à ce à quoi ils se sont engagés.
Il faut véritablement qu'ils mettent l'argent là où il y en a besoin. S'ils se sont engagés à mettre en place des services de chirurgie comme étant des questions à régler incessamment sous peu dans leur pays, il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils tiennent parole. Il faut également faire en sorte qu'il y ait le nombre de chirurgiens nécessaires dans chaque pays. Il faut dire, alors, d'ici 2030, mon pays a besoin de X nombre de chirurgiens cardiaques ou de chirurgiens pédiatriques, etc. Et ensuite, ils disent, on a besoin de ça, mais la réalité, c'est qu'au final, il n'y en a pas le nombre dit. Il y en a moins. Certains ministères ne savent même pas ce que c'est que ces spécialités-là. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est que il y ait un véritable engagement politique et qu'il y ait véritablement un plan politique pour atteindre un objectif. Ça fait 17, 18 ans que nous essayons de mettre des choses en place et on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas former une ou deux personnes par an alors que vous en avez besoin de 1000. Ce n'est pas possible. La seule manière d'avoir quelque chose de durable dans le temps, c'est de créer des partenariats sud-sud. Si on regarde l'Afrique a tout. Il y a 14 pays dans le COSESA. Il y a tous les centres dont on a besoin. Parlons de la chirurgie cardiaque. Il y a des centres cardiaques. Il y a en chirurgie neurologique. Il y a ce qu'il faut. Il y en a dans ces 14 pays, il y a les centres dont on a besoin. Pourquoi est-ce que l'on ne partage pas cela? On a la même langue. On a les mêmes conditions de vie, nous avons énormément de points communs. Pourquoi est-ce que nous ne partageons pas plus notre éducation? Je pense que la seule manière durable de développer la formation dans cette partie du monde, c'est de partager entre nous. Et parfois, ça me surprend, même ça m'ennuie, ça m'embête. Et qu'on dit « Oh, je n'ai pas l'argent pour mettre en place telle ou telle chose », pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une question de priorité. La santé et l'éducation, pour moi, devaient être une priorité pour les gouvernements. Ils devraient mettre en place des centres pour mettre cela en place dans leur pays. Également, y consacrer de l'argent pour former leur population. Quand je suis devenue médecin généraliste, entrer en internat était simple. Vous aviez plusieurs possibilités, vous passiez le concours et la plupart d'entre nous obtenaient un internat. Maintenant, 20 ans après, il y a des pays d'Afrique qui ont trop de médecins généralistes qui n'arrivent pas à obtenir une place en internat. Et cela va continuer de plus en plus pour se spécialiser. On a des médecins qui n'arrivent pas à se spécialiser et on va même arriver à un point où on a des médecins qui vont se retrouver au chômage parce qu'il y a trop de généralistes et pas assez de spécialistes. Il faut que nos médecins puissent se spécialiser. Et il faut véritablement mettre en place un plan national au niveau gouvernemental. Merci. Merci beaucoup. Avant que nous passions aux questions-réponses, si vous pouviez nous parler un peu du Covid-19, de la Covid-19 et comment cela a eu un impact sur la formation et les barrières peut-être que ça a créé, mais également les opportunités. Oui, très bien. La Covid a eu un effet, un phénomène qu'on n'attendait pas sur le monde. Il y a eu principalement un effet négatif en Afrique.
il y a de moins en moins de chirurgie de mise en place en Afrique. Et comme il y a moins d'opérations, les personnes en formation ne peuvent pas assister à autant de chirurgie, donc ça a eu un impact négatif. Et puis, les patients n'ont pas accès aux hôpitaux, même lorsqu'ils ont des accidents. Donc, et dans cette partie du monde, les docteurs n'ont même pas les médecins n'ont même pas de voiture parfois. La plupart du temps, ils utilisent les transports publics. Et en ce moment, il y a des transports publics qui ne fonctionnent pas puisque il y a le confinement. Donc, c'est véritablement compliqué. Et dans beaucoup d'hôpitaux, les salles d'opération ont été transformées en lieu pour accueillir des patients Covid. Donc, c'était très compliqué. Tout l'argent, tous les moyens sont dédiés à la gestion du Covid. Il y a aussi des personnes qui sont tombées très malades, des médecins, des chirurgiens qui sont tombés vraiment malades. Et il y a véritablement cette question de la peur qui s'est instaurée. De nombreuses personnes ont peur d'aller à l'hôpital. Même maintenant, nombreux médecins ne sont pas encore vaccinés en Afrique. Les internes ne pouvaient pas voyager, les formateurs venant de l'étranger ne pouvaient pas venir enseigner, les examens n'ont pas pu avoir lieu comme ils auraient dû, plein d'examens ont été annulés. On a fait des examens en ligne. Alors, cela peut avoir des points positifs, mais il manque vraiment la partie pratique. Et donc, on est en train d'encore essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des examens de qualité en ligne. Mais tout n'est pas mauvais. Il y a aussi un aspect positif. La formation en ligne a explosé. On a des webinaires qui sont faciles d'accès, faciles d'accéder aux conférences, aux vidéos préenregistrées. Et donc, c'est moins cher d'accéder à la formation également et de rester dans notre pays pour pouvoir se former. L'autre point positif, c'est qu'ils ont plus de temps pour la recherche parce que, par exemple, les chirurgiens qui n'opèrent plus peuvent faire de la recherche à la place. Donc ça, c'est un peu le côté positif. Oui, il faut que l'on cherche un aspect positif dans tout, n'est-ce pas? On ne peut pas conclure simplement sur les entraves. Je voudrais donc inviter tous les participants à souligner des solutions, une suggestion quant à ce qui pourrait être fait pour améliorer les opportunités d'accès à la formation. Et pour cela, je vous invite à vous inspirer d'expériences positives que vous avez vous-même rencontrées. Alors, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il faut soutenir les formations locales et soutenir des collaborations au niveau local pour que cela soit plus développé. Cela peut être fait de différentes manières, de nombreuses manières. Avant cette session, je discutais de la normalité qu'il y a à échanger les connaissances. Au Nigeria, la collaboration existe, elle est de qualité. En fait, on peut collaborer depuis le confort de sa propre maison, de manière pratique. Donc, il faut se concentrer sur le développement des réseaux de soutien et d'entraide au niveau national. Il faut plus de structures et de ressources humaines pour que la collaboration puisse exister au niveau national, intranational. Alors, bien sûr, il faut plus de structures, il faut une planification et il sera peut-être nécessaire de favoriser quand même certains déplacements.
en particulier pour les personnes spécialistes qui n'ont pas pu pratiquer leur domaine de spécialité pendant un certain temps, pour avoir en quelque sorte un cours de remise à niveau. Et ça, c'est un modèle qui marche, qui est phénoménal. Donc, parfois, faire des stages, en quelque sorte, de mise à niveau serait nécessaire, mais c'est une bonne chose. Et il faut essayer de développer cela au niveau local, avoir plus de formation locale. À partir de cela, on peut construire beaucoup et vraiment renforcer ces formations locales. Merci. Dr. Russell Perry, une suggestion, une recommandation quant à la manière dont on pourrait améliorer les formations et les opportunités de formation? Oui, merci. Alors, pour ajouter à ce qui a été dit, je pense qu'on pourrait revenir à la dépendance qu'on a encore pour la formation de spécialistes à l'étranger. On dépend des formations à l'étranger. Je crois qu'on a besoin de véritables leaders qui vont pouvoir ramener ces opportunités de formation dans leur pays d'origine. Et donc, il faut ces formations, mais il faut aussi une passation de connaissances, une transmission de connaissances. Il faut que ça soit développé au sein du pays, mais aussi avec les pays proches. Nous avons développé, par exemple, un diplôme, une formation pour la recherche sur les fistules. Et c'est une approche interdisciplinaire. Donc, il y a un aspect recherche. On va créer des programmes de recherche et bien sûr encourager les publications scientifiques qui peuvent être faites au niveau d'une région. Autour notamment de ces formations qui sont nécessaires. Il y a aussi des questions d'équité. Et les formations en ligne sont une bonne chose. Ça existait déjà, ces formations en ligne, mais c'est vrai que la crise a mis en quelque sorte un coup de projecteur sur ces opportunités. Les conférences peuvent également être conduites en ligne, et ça, c'est une très bonne chose pour développer nos collaborations interrégionales. Merci beaucoup, Dr. Perry. Dr. Salomé, avez-vous quelques suggestions à faire? Eh bien, ma suggestion, ce serait de considérer les collaborations entre PRE et PRF-PRI. Il faut plus de collaboration, plus de soutien pour qu'on puisse avoir plus de professionnels formés en Afrique et que les bénéficiaires de ces formations dans les PRE puissent rentrer dans leur pays et partager cette bonne pratique et développer un modèle de formation. Grâce à ces partenariats, tout le monde a de bonnes intentions, de bonnes idées. Il faut échanger ce qui se passe sur le continent, mais il faut aussi maintenir ces bourses d'études à l'étranger. Merci. Dr. Carolina, une suggestion quant à la manière d'améliorer les possibilités et les opportunités de formation? Merci beaucoup. Toutes les conclusions, toutes les recommandations qu'on a entendues jusqu'ici sont concrètes, on peut déjà les envisager. On sait qu'on a une fuite des cerveaux
qui ne peut pas être enrayé. Cependant, ce que nous voulons, c'est que des personnels hautement qualifiés et compétents reviennent après leur internat à l'étranger, après leur formation à l'étranger. On a évoqué la question du leadership, c'est très important. Les accords avec les autres pays sont importants. Et j'espère que suite à la pandémie, les PRE vont faire preuve de plus de solidarité et qu'ils vont consolider les programmes d'internat en place et ouvrir les portes de ces internats à des anesthésistes ou à des experts dans d'autres secteurs de pays PFR, PRE, PRI, pardon. Au moins que ces programmes réouvrent déjà pour que les internes puissent accéder à ces formations dans les PRE. La pandémie a aussi permis de mettre l'accent sur quelques aspects positifs. On a parlé des problèmes posés par Internet et les manques d'électricité. Oui, la formation en ligne est disponible, mais enfin, il y a quand même des limites technologiques. Donc, ça a souligné le besoin de meilleures connexions. Et les formations en ligne ne supplanteront jamais le bénéfice d'une formation concrète de terrain et pratique. Il est nécessaire qu'on puisse maintenir une interaction entre enseignants, formateurs et étudiants. C'est plus efficace quand les formateurs sont en présentiel avec leurs étudiants. Donc, il faut réfléchir à une optimisation du temps en ligne et la nécessité de formation en présentiel. Donc, on va peut-être vers un modèle hybride, mais les formations sur le terrain resteront toujours très pertinentes. Merci. Même question pour le docteur Bekele. Merci. Je pense que mes collègues ont déjà présenté beaucoup de choses très positives. Je voudrais revenir peut-être sur la question du leadership. Les ministères de l'Éducation, de la Santé, ou toutes les infrastructures responsables devraient vraiment développer des programmes de résidence et de bourse. Il devrait y avoir un mouvement national axé sur le financement et l'identification de domaines de spécialité. Parce qu'il faut vraiment qu'on travaille et qu'on collabore pour répondre aux besoins de formation. Le deuxième point concerne les étudiants. En fait, si vous n'êtes pas invité à un événement, forcez la porte. Nous devrions pouvoir vous aider. Moi, en tant que chirurgien, en tant que dirigeant d'université, j'ai la responsabilité de donner accès à ces formations à ceux qui sont motivés. Il faut que j'assume ce rôle de mentor et il faut que les étudiants sollicitent ce mentorat, ce parrainage. Qu'ils recherchent ce dont ils ont besoin. Donc, il faut être vraiment proactif. Si on travaille de manière isolée, ça ne marchera pas. Il faut qu'on développe un mouvement national pour atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant donner la parole à Dr. Sidera pour l'équité dans les formations. Merci. Merci pour tous ces idées. En fait, c'est très, très pertinent. Ça aide beaucoup, en fait. Et comme disait le professeur ABB, il faut forcer la porte aussi, je pense. Il faudrait peut-être
je proposerais d'alléger un peu les frais d'admission, par exemple, dans les sociétés savantes, dans les conférences. Parfois, c'est difficile de maintenir un accès durable quand on retourne au pays. Je pense aussi au personnel de santé, aux chirurgiens qui travaillent en enclavé, qui n'a pas la possibilité d'avoir une bonne connexion en cette période de pandémie. Peut-être qu'un jour, on pourra reprendre les missions d'enseignement pratique qui vont descendre sur le terrain. Mais pour le moment, on ne sait pas. Je ne saurais leur proposer quelles idées. Il y a aussi un point que j'aimerais souligner, c'est que pour mon pays, on est un pays insulaire. C'est-à-dire, surtout en cette période de pandémie, nous sommes un peu fermés, je pense, par rapport à d'autres pays. Il y a un certain obstacle qui est soulevé par le fait qu'on est un pays insulaire, on ne peut pas partager pour le moment. Mais j'espère qu'un jour, on espère tous que ça va se résoudre rapidement. Et pour celui qui fait des formations à l'étranger ou qui bénéficie de fellowship ou autre, j'aimerais, serait-il possible, je proposerais de donner à cette personne la possibilité de continuer ou de pouvoir appliquer ce qu'il a appris. Il est ici question de matériel, par exemple. On n'a pas toujours les matériels, mais je ne saurais qu'est-ce que je pourrais proposer pour celui qui va se former en chirurgie, par exemple, qui n'a pas de colonne de cœlioscopie quand il va revenir au pays. Et bon, c'est pas vraiment une suggestion, mais j'élève la voix pour ceux qui pourraient aider pour ça. Et je suggérerais de continuer le fellowship. En tout cas, j'aime ce que j'ai reçu jusqu'à présent. Et j'aimerais que beaucoup en bénéficient et que ça soit plus, comment dire, que l'on fasse connaître la possibilité qu'il y a ça, qu'il y a des fellowships pour beaucoup de fondations et beaucoup de fellowships. C'est pas, il y en a beaucoup, mais je suggère de chercher aussi pour mes collègues. Merci beaucoup, Dr. Sadi. Beaucoup de points très pertinents présentés par les membres de notre panel. Nous sommes un petit peu en retard, mais je voudrais couvrir quelques questions. Si les membres du panel veulent bien consulter les questions qui ont été postées dans le chat et identifier une question peut-être qui vous intéressera. Comment réconcilier la sécurité des patients quand il y a beaucoup d'étudiants en formation? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question de combinaison de priorités? Peut-être que je pourrais répondre. Je pense que la question de la formation, vous savez, il y a des formations de plus en plus à travers les pays et il y a de plus en plus de formations dans les différents programmes. La question, c'est comment est-ce qu'on assure la sécurité du patient? Je pense que c'est une question des standards de pratique, des normes de pratique et des décisions gouvernementales. Tout d'abord, il faut observer le cas. Ensuite, on est observé, on est accompagné et on vous donne la possibilité d'opérer qu'une fois que vous êtes prêt. Ça, c'est important, tant du côté de la personne formée que du formateur, surtout le formateur. Il faut vraiment s'assurer que la personne est prête à opérer. C'est le principe d'un internat.
il faut aider et soutenir le développement des compétences. Il faut recréer une formation standard que l'on puisse ensuite mettre en place. Il faut les assister, les observer et ensuite leur donner la possibilité de pratiquer en vrai. C'est quelque chose que l'on doit mettre en place également. Et puis, il faut travailler sur le travail d'équipe, la résolution de conflits, l'apprentissage et puis créer cette culture de la sécurité depuis le début. C'est très important. Une autre question, c'est combien de pays parmi les personnes présentes aujourd'hui, combien de pays ont mis en place un plan national pour le développement de chirurgie et quelles sont les meilleures pratiques pour ce faire? Si quelqu'un veut essayer de répondre à cette question. Moi, je pourrais dire quelque chose. On a développé un document, un plan national de chirurgie. Et l'un des défis principaux, c'est à cause du système gouvernemental que nous avons, il faut avoir une aide internationale. Parce qu'il y a le niveau au niveau de l'État, mais également le niveau régional, départemental, etc. Donc, il faut que l'ensemble des niveaux gouvernementaux soient là, soient présents et engagés dans ce plan. Et ça est véritablement l'un des soucis principaux de la mise en place d'un tel plan, en fait. Également, le secteur privé doit être impliqué. Donc, l'un des éléments essentiels est de mettre en place des pilotes lorsque l'on crée quelque chose et utiliser ce test pour ensuite développer ailleurs pour être sûr que tout soit fait correctement et que le plan est véritablement utilisé et mis en place correctement dans le pays. OK, merci. Merci, Dr. Orions. Nous avons quelques questions sur le financement. Et l'une des questions est comment est-ce que l'on accède au financement? Et puis, quand on a une bourse et que l'on a été formé, quand on revient dans son pays, comment est-ce qu'on met en place ce que l'on a appris? Si je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est quand on rentre, comment est-ce que vous essayez de faire en sorte d'avoir le financement pour pouvoir mettre en place ce qu'on a appris? Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à cela? Moi, j'aimerais bien y répondre, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Moi, je pense que c'est un point véritablement critique. C'est qu'il faut véritablement articuler ce processus. Et l'un des éléments principaux, c'est que les personnes qui sont formées, un chirurgien esthétique, par exemple, formé à Taïwan dans un centre spécialisé, mais une fois rentré au pays, il n'a plus aucune opportunité de travailler, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement qualifié. Et pourquoi? Parce que ce processus, et c'est un véritable exemple que je vous présente aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu le processus n'a pas été planifié, n'a pas été articulé au niveau gouvernemental. C'est véritablement important d'articuler les choses au niveau des gouvernements. Parce que les personnes partent, elles obtiennent les fonds, mais quand elles rentrent, elles n'ont pas les opportunités. Et dans certains pays, je pense qu'il faut mettre en place des processus pour que cela fonctionne véritablement. OK, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question, Dr. Perry. À part si vous voyez d'autres questions dans le chat auxquelles vous aimeriez répondre.
L'un, c'est comme le plan pour mettre en place un système, un projet de chirurgie et comment est-ce que l'on crée des programmes de formation à l'avenir entre les différentes institutions sud-sud, mais également entre les PFRPRI et les PRE. Est-ce que certaines personnes ont envie de répondre à ces questions? On sent qu'ils ont une réponse à offrir, à proposer à cela? Oui, j'aimerais bien dire 2 mots. Que vous savez, sur la question des plans nationaux également. Et nous sommes des chirurgiens formés, nous comprenons l'anatomie humaine, mais nous ne comprenons pas l'anatomie de l'État et des gouvernements. C'est comment est-ce que les fonds sont mis en place, financés, quelles opportunités sont proposées. On ne comprend pas comment le gouvernement fonctionne, comment ils décident de dédier leur argent. Et on ne comprend pas forcément où trouver les financements. C'est compliqué. Et donc, je pense qu'il faut également qu'on ait cet organe public qui, en fonction des opportunités qui se présentent. Et il faut prendre le recul pour comprendre comment fonctionnent les gouvernements et pour également les aider à mettre en place un vrai plan chirurgical. Je pense que nombre d'entre nous sont très ouverts. Nous avons tous des postes à responsabilité ici et nous arrivons à identifier où il y a des besoins. Nous avons des personnes des personnes viennent me voir. Par exemple, l'université du Cap est venue me voir en me disant est-ce qu'on peut mettre en place tel programme, comment est-ce qu'on peut fonctionner. Nous sommes tous ouverts et nous avons tous envie de créer des programmes pour aider à l'avenir de la chirurgie au niveau international. Mais vraiment, le problème, souvent, c'est le financement. On peut créer le plan parfait, mais s'il n'y a pas d'argent pour financer ce plan, ça ne sert à rien. Et donc, créer des plans durables pour le développement de la chirurgie, c'est quelque chose de possible, je pense. Merci beaucoup. C'est une très bonne note finale, Dr Salomé. Et aussi, ce qui rend le domaine de la chirurgie autre chose que juste de la chirurgie, c'est l'impact que cela a sur les gens, les changements que nous pouvons créer. Donc, j'aimerais terminer en remerciant tous les orateurs. Merci d'avoir pris du temps pour être là aujourd'hui, pour partager toute votre expertise. Cette formation a été financée et proposée par la coalition du Transformational Dialogue. Vous pouvez aller sur le site internet pour en savoir plus, mais vous pouvez également aller sur le site internet qui vient d'apparaître dans le chat. Merci beaucoup à tous et nous allons vous envoyer rapidement l'enregistrement de ce webinaire qui a été effectué aujourd'hui. Merci à tous et bonne fin de journée.